Parlons des élections en Allemagne et de leur signification pour la guerre en Ukraine et l'OTAN. Il me semble que l'Allemagne est sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas seulement mon avis, mais cela repose sur le fait qu'ils ont construit leur économie sur une industrie manufacturière massive qui est en train de se réduire et de fermer. Vous comptez sur une énergie peu coûteuse, vous savez, venant de Russie, qui est désormais coupée. Les États-Unis détruisent votre pipeline. Sachez que, donc, vous n'avez plus rien de tout cela. Ainsi, lors des élections de ce week-end, le parti CDU et le CSU, dirigés par Friedrich Merz, ont remporté la première place avec environ 28% des voix, ce qui le place probablement comme le prochain chancelier d'Allemagne, évinçant Olaf Scholz, dont les démocrates libéraux ont été complètement battus, atteignant leur pire résultat de tous les temps, 16,4%. Cependant, l'Allemagne ne semble pas encore prête à fermer ses frontières et à cesser de financer la guerre en Ukraine. Les mondialistes ont l'air de maîtriser, mais regardez, vous savez, les mondialistes pourraient avoir encore gagné. Le nouveau chancelier qui arrive est un choix parfait, comme le soulignent les utilisateurs de Twitter, ancien président de BlackRock Allemagne. Il a soutenu les passeports de vaccination COVID et a voulu des restrictions pour les non-vaccinés. Il est en faveur de politiques d'asile à l'échelle de l'UE. Une de ses promesses de campagne est que nous allons faire quelque chose au sujet de l'immigration. Mais aujourd'hui, il sort et dit que nous ne fermerons pas nos frontières. Regardez. Personne parmi nous ne parle de fermer les frontières. Personne. Bien que cela ait été affirmé par moments pendant la campagne électorale. Aucun d'entre nous ne souhaite fermer les frontières. Voilà donc une promesse de campagne qui s'en va. Dr Georges Simol est chercheur senior à l'Institut de politique mondiale. Il est l'auteur du livre Bombe pour la paix et de la guerre humanitaire de l'OTAN contre la Yougoslavie. Il connaît donc tout sur les combattants de la liberté et les casques bleus de l'OTAN et il nous rejoint maintenant depuis Budapest, Hongrie. Docteur, ravi de vous voir. Bienvenue, c'est super de vous avoir. Je voulais vous inviter depuis longtemps. Merci d'être là. Très heureux d'être avec vous. L'Allemagne est un acteur clé dans la stratégie de sécurité de l'OTAN en Europe. Évidemment, il y a cette pression pour intensifier la guerre et fournir davantage d'armement à l'Ukraine. Ainsi, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Où en est l'appétit en Allemagne pour continuer cette guerre en Ukraine et étendre l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie? Que prévoyez-vous après les élections de ce week-end? Hélas, rien de significatif ne va se produire. Vous avez bien résumé la situation. Cela a été une défaite marquante pour le Parti social-démocrate. C'est le célèbre Parti social-démocrate d'Allemagne, vous savez, le parti de Karl Marx, Karl Kautsky, Edward Bernstein, Billy Brown, Helmut Schmidt. Ces personnalités sont emblématiques de l'histoire de la social-démocratie allemande, avec 16,4%. Et pourtant, le résultat de cette élection est que les sociaux-démocrates seront toujours dans le gouvernement. Les chrétiens-démocrates ont également très mal performé, car, vous savez, Friedrich Merz n'a pas été à la hauteur. Les sondages prédisaient que les chrétiens démocrates atteindraient 30%, ce qui n'est pas vraiment formidable, bien moins que ce qu'ils avaient sous Helmut Kohl, et encore moins à l'époque de Konrad Adenauer. Voilà le gouvernement qui se met en place. Il s'agit d'un gouvernement central qui inclut tous les partis, ce qui signifie que fondamentalement, les préoccupations des électeurs n'ont aucune importance réelle. Ce qui les intéresse vraiment, c'est de préserver le statu quo. Et cela se manifeste par ce consensus selon lequel nous devons établir un pare-feu autour du parti Alternative pour l'Allemagne. Ce parti a presque 21% des votes. Et leur réponse à cela est que nous devons établir un pare-feu autour de cela. Comme montré dans le clip, il est clair que sur ce sujet, cette question que Friedrich Merz aborde depuis un moment, à savoir que nous allons vraiment agir contre l'immigration, nous allons nous éloigner de la coalition des feux tricolores, nous allons nous dissocier d'Angela Merkel et nous allons vraiment faire quelque chose concernant l'immigration. Vous savez, nous allons répondre aux préoccupations de ce 21% du public qui a voté pour l'AfD. Et il dit qu'il ne fera rien. C'est totalement prévisible. Nous étions au courant dès le départ. Voilà ce qui va se produire. Ils ne feront rien, mais ils peuvent conserver le pouvoir pendant 4 ans. C'est vraiment ce qui se passe lors de ces élections en Allemagne. Il s'agit simplement de comment maintenir le statu quo. Et nous jouons un peu à la chaise musicale.
parfois les chrétiens démocrates, parfois les sociaux-démocrates, parfois les libéraux, parfois les verts. Nous jouons juste avec ça, mais en réalité, rien ne change. Mais les Allemands ont été vendus la même propagande que nous, aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous voulez des frontières sûres, si vous voulez mettre fin à ces attaques hebdomadaires qui se produisent en Allemagne, en particulier contre les femmes, si c'est ce que vous voulez, alors vous êtes un raciste et un nazi. Il semble que beaucoup d'Allemands aient accepté cette narration. Est-ce exact? Je crois que c'est un problème en Allemagne, car il existe un consensus politique libéral très puissant qui exclut tout point de vue alternatif. Donc, leur réaction face à la montée de l'AfD, et rappelons que c'est un parti qui a émergé de nulle part. Je veux dire maintenant, 21% des voix, c'est fou, surtout que ça n'existe que depuis 10 ans. Ça a atteint des sommets. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de crier fasciste, fasciste, raciste. Nous ne pouvons pas faire revenir Hitler au pouvoir, vous comprenez? Vous savez, Merz a dit, en 1933, c'est suffisant pour l'Allemagne. Nous devons juste mettre un pare-feu autour. Et ensuite, quand le vice-président J.D. Vance a prononcé ce discours très puissant et éloquent à la conférence de sécurité de Munich, en disant qu'on ne peut pas mettre de pare-feu autour de l'électorat démocratique, ils ont répondu que c'était une ingérence inacceptable dans nos élections. Friedrich Merz, a été encore plus loin. Il a dit que cette intervention de Vance était si scandaleuse qu'elle était même pire que l'intervention de Moscou. Ainsi, il considère maintenant les États-Unis comme étant pires que la Russie. C'était une affirmation incroyable. J'étais vraiment choqué par cela. Oui, le discours de J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich était pire que la Russie. C'est incroyable. Mais je veux montrer cette carte parce que ils ont évoqué l'AfD qui a surgi de nulle part. Je veux dire, voici les résultats des élections de ce week-end. Je ne sais pas si tu peux voir cela, Georges, sur mon écran ici. J'ai déjà vu cette carte. C'est incroyable de constater où se situe cette ligne. En fait, cette ligne représente l'ancienne séparation entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Alors que penses-tu de cela? Cette réponse ici montre que la partie occidentale de l'Allemagne vote pour le CDU, tandis que l'AfD est représentatif dans la partie orientale de l'Allemagne. C'est intéressant et cela prouve que la réunification n'a pas été un succès, contrairement à ce qu'on nous a dit. D'une certaine manière, cette immense entreprise du gouvernement à Berlin pour réunifier le pays, tu sais, intégrer l'ancienne République démocratique allemande dans cette nouvelle Allemagne a échoué. C'est un développement vraiment stupéfiant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, dans ce qui était l'ancienne République démocratique allemande, il n'y a absolument aucun désir de conflit avec la Russie. Ils veulent de bonnes relations avec la Russie. Et c'est bien sûr une partie de la plateforme de l'AfD qui est de mettre fin à cette guerre en Ukraine et de revenir à des relations cordiales avec la Russie. Et je pense que c'est très intéressant que ces personnes qui étaient supposément sous le joug de la tyrannie soviétique, vous savez que les bottes de l'armée rouge sur leur cou, ils gardent des souvenirs plutôt affectueux de la République démocratique allemande. Et vous savez même, je veux dire, le parti de Sarah Wagenknecht n'a pas bien réussi, ce qui est intéressant. Mais c'était aussi un bastion. Elle vient elle-même de l'Est et les gens de l'Est ont en quelque sorte des souvenirs affectueux de la République démocratique allemande qui avait un conservatisme social. Et d'une certaine manière, elle a conservé un caractère de l'ancienne Allemagne, une sorte de tradition de la culture allemande, histoire allemande. Ils ont réussi bien plus que l'Allemagne de l'Ouest, américanisée, sans couleur et sans saveur, l'Allemagne de l'Ouest, développée après la guerre,
la RDA a gardé plus de son germanisme traditionnel. Et je pense que c'est pourquoi les gens de l'Est ne sont vraiment pas, vous savez, pas du tout enthousiastes pour ces partis politiques traditionnels. Une chose que je voulais vous demander, parce que je regardais cela. Parade de dirigeants qui soutiennent Zelensky aujourd'hui à l'anniversaire de la guerre. Est-ce que c'est Vučić là à côté de lui? Est-ce que c'est le président serbe Vučić? En fait, c'est vrai, je ne savais pas qu'il était là. Je veux dire, mais je ne peux pas voir les images, donc je ne peux pas dire. On dirait lui, non? Ça me semble étrange si c'est vrai. Je ne sais pas. Vučić est vraiment très grand. Donc, s'il y a quelqu'un... C'est pour ça que je croyais que c'était lui. Oui. Et donc, je me suis juste demandé, parce que le récit de la Serbie a été anti-guerre contre la guerre. Vučić a souvent déclaré qu'il vaut mieux passer 100 ans à discuter de la paix que de vivre un jour de guerre. Donc, j'étais juste curieux si ce récit oriental, et beaucoup de gens nous disent sur Redacted, plus vous allez vers l'Est, plus les gens désirent la paix avec la Russie, et que l'Ukraine est un cas particulier. Et donc, est-ce vraiment l'appétit? Parce que les Allemands semblent être davantage alignés avec cet appétit oriental pour la paix. Ryan, Vučić joue sur les deux tableaux. Il souhaite maintenir de bonnes relations avec la Russie, mais il veut aussi se rapprocher de Bruxelles. Il ne serait donc pas totalement hors de son caractère de se présenter ici à Kiev, et puis le 9 mai. Il est censé se présenter pour la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, c'est ainsi que Vučić fonctionne. Par exemple, la Serbie vend des armes à l'Ukraine. Et en même temps, il déclare que cette guerre doit se terminer. Il signe toutes sortes de contrats commerciaux avec l'Allemagne qui sont en réalité très impopulaires en Serbie. Les protestations massives, comme celle sur l'accord de lithium qui favorise l'Allemagne, rendent les Serbes très mécontents. Mais il affirme qu'il est nécessaire de garder de bonnes relations avec l'Allemagne. Et il continue de pousser pour l'adhésion à l'UE, bien qu'il sache que la condition pour l'adhésion à l'UE est de renoncer à ses revendications sur le Kosovo et vous rejoindre l'UE dans votre politique étrangère contre la Serbie, une chose qui est très mal vue chez les Serbes. Oui, nous savons que Trudeau est présent. Il s'avère que ce n'était pas Vučić. Nous avons des milliers de spectateurs qui affirment ne pas croire que c'était lui. Mais d'accord, vous savez... parce qu'il mesure environ 2 mètres, donc il est énorme. Il domine vraiment tout le monde. Oui. Oui, il est à Belgrade pour le moment. Oui, Dr Georges Simuli, merci de vous être joint à nous. N'oubliez pas de consulter son livre intitulé « Bombe pour la paix ». J'aime le titre de la guerre humanitaire de l'OTAN contre la Yougoslavie. Guerre humanitaire, docteur, c'est un plaisir de vous voir. J'espère que vous reviendrez bientôt. Merci d'être ici. J'ai hâte, merci.